Qui a inventé le premier sextoy vibrant? À quoi pouvait bien servir cette caméra dans un tube en plexi transparent? Que pensait le docteur Tissot de la masturbation? Comment ses confrères soignaient les hystériques au 19e siècle? Je réponds à toutes ces questions et à plein d'autres, juste après le générique. La santé sexuelle, est-ce que ça te parle? Si oui, tant mieux, sinon, tu vas comprendre pourquoi c'est un concept important. Et dans les deux cas, regarde cette vidéo parce que tu vas apprendre des trucs. Et tu vas voir qu'on partait vraiment de très très loin quand les premiers médecins se sont intéressés à la question, souvent au prix de leur réputation d'ailleurs. Mais avant de te raconter tout ça, un petit message. C'est bientôt la Saint-Valentin. Si tu es en couple, ou en trouble, ou en quadruple, ou en... Laisse-moi te présenter tes cadeaux, ceux que tu vas offrir. Attends, mais et pour les célibataires alors? C'est bientôt la Saint-Valentin. Si tu es célibataire, laisse-moi te présenter tes cadeaux, ceux que tu vas t'offrir. C'est des sextoys de chez Lelo, que tu connais maintenant parce qu'on travaille souvent ensemble et depuis un moment, donc tu sais que c'est de la qualité et super safe. Et qu'il y en a pour tous les goûts. Celui-là, par exemple. Il est beau, hein? C'est un cadeau qui peut littéralement faire plaisir à tout le monde, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle. Et celui-là, qui est beaucoup plus discret et facile à transporter, bon, il est destiné aux personnes qui possèdent un clitoris, mais sur le site de Lelo, tu vas en trouver plein d'autres. Et tu vas même trouver un truc super important à utiliser avec celui que tu auras choisi, du lubrifiant adapté. Parce que les muqueuses, c'est fragile. Et maintenant, laisse-moi te présenter tes cadeaux, ceux que je vais t'offrir. D'abord, avec le code DTC15, je t'offre 15% de réduction sur tout le site, en plus des promotions qu'il y a déjà pour la Saint-Valentin. Je t'ai mis toutes les infos et le lien dans la description, t'as plus qu'à cliquer dessus et à faire ton choix. Et en plus, je te donne rendez-vous demain, c'est-à-dire jeudi, à 18 h sur mon compte Instagram, pour te faire gagner un Soraya Beads et un Lily 3. Si ça, c'est pas de l'amour. Pendant longtemps, la médecine s'est intéressée à la sexualité que sous deux angles. La reproduction et les aspects purement physiques. C'est-à-dire les problèmes de fertilité, les IST, les dysfonctionnements sexuels, etc. Mais toujours dans une optique de procréation. Et tout le reste était complètement réprouvé par la morale, et notamment par la religion. Alors, là, je te parle surtout des civilisations occidentales. Parce que c'est pas le cas partout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Globalement, les rapports sexuels, c'était pour faire des bébés, et rien d'autre. Et tout le reste, c'était du vice, c'était contre nature. Parce que, dans la nature, on ne copule que pour procréer. Voilà, c'est comme ça. Et on ne mange que pour obtenir un apport dans les différents nutriments qui sont strictement nécessaires à notre survie. Jamais pour le plaisir, sinon c'est dégueulasse. Ah ? Peut-être pas, non. Je dis pas ça juste pour la vanne, je dis ça parce que, encore aujourd'hui, quand tu parles de sexualité, même sur une chaîne YouTube qui parle de santé, par exemple, tu as ce genre de commentaires. Fun fact, la vidéo ne parlait même pas de sexualité, hein. C'était 13 trucs à savoir sur les seins, la poitrine. Bon, bref. Donc, pour qu'on soit toutes et tous d'accord, et pour les 2-3 là qui sont outrés ou qui se pincent le zizi en ricanant dès qu'ils entendent le mot sexe, je vais vous lire la définition de la santé sexuelle de l'OMS. De l'Organisation mondiale de la santé. C'est un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués. Alors il y a plein de trucs à retenir de ça, mais je vais juste en donner deux. Le premier, c'est que la sexualité, c'est une vraie composante de la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et le deuxième, c'est que, t'as entendu, la santé sexuelle, ça a des implications physiques, mentales et sociales. Donc ça touche les trois dimensions de la santé humaine. La dimension biologique, ou somatique, la dimension psychologique et la dimension sociale. Donc, la santé sexuelle, c'est pas un kink, c'est pas sale, c'est pas un truc d'obsédé ou je sais pas quoi, c'est un vrai truc et c'est même un droit. Un droit, tu te doutes bien que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire valoir. Et notamment les femmes, puisque d'après le Fonds des Nations Unies pour la population, dans le monde, près de la moitié d'entre elles est privée de son droit à disposer de son corps. Donc, s'intéresser à la santé sexuelle, que ce soit en faisant de la prévention et de l'éducation, ou en proposant des soins quand il y en a besoin, c'est vital, littéralement. Ça améliore la qualité de vie et le bien-être, ça permet d'être
en bonne santé, ça limite ou ça permet de prendre en charge les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les violences sexuelles, etc., etc. Mais alors, ça fait combien de temps qu'on s'occupe vraiment de tout ça? Ça fait combien de temps qu'il y a des gens qui s'intéressent à la santé sexuelle? Pour certains, l'âge d'or de la médecine sexuelle, c'est le début des années 80, avec la découverte de médicaments vraiment efficaces contre les troubles de l'érection. Oui, le Viagra par exemple. Mais tout ça, c'est très centré sur le pénis, d'une part, et sur les traitements médicamenteux, d'autre part, donc c'est très très réducteur. Et puis t'as d'autres gens qui vont te dire qu'en réalité, on s'intéresse à la santé sexuelle depuis l'Antiquité. Et qu'on retrouve les premières traces de chirurgie du pénis dans l'Égypte antique. On sait par exemple qu'à l'époque, on pratiquait déjà la circoncision, mais aussi des opérations pour retirer le pénis ou les testicules. Il y aurait eu des eunuques en Égypte. Bon, mais là, on est plus dans le registre de la mutilation que de la santé sexuelle. Et puis ça reste quand même très easy-centré, cette histoire. À la surprise de personne, à vrai dire, puisqu'on sait que depuis toujours et encore aujourd'hui, la médecine se base avant tout sur des modèles masculins. Ce qui pose pas mal de problèmes, notamment si t'es pas un homme. Si le sujet t'intéresse, je te renvoie à ma vidéo « La médecine est-elle sexiste ?» Alors, à partir de quand la médecine a commencé à se pencher sur la sexualité et pas juste sur la reproduction? À partir de quand on s'est intéressé aux pratiques et pas juste aux organes? C'est très très probable qu'il y a eu des gens, sûrement depuis très très longtemps, qui ont aidé les autres à gérer leurs problèmes de sexualité. Des espèces de coachs de vie sexuelle à l'ancienne, si tu veux. Mais la médecine, elle s'y est intéressée que très tardivement. Il y a 2 urologues, un allemand et un brésilien. Oui, je sais, ça commence comme une blague raciste, mais fais-moi confiance. Il y a 2 urologues, donc, qui se sont tapés une revue des textes historiques sur la question, et d'après eux, le premier médecin à se pencher sur les questions de sexualité, ça pourrait être le docteur Samuel-Auguste Tissot au XVIIIe siècle. Et là, peut-être que tu te dis, ah waouh, un médecin français donc, en avance sur son temps, progressiste et tout, la classe. Et bah tu vas être double déçu. D'abord, parce que le docteur Tissot, il est suisse, et ensuite, parce qu'il est célèbre pour son combat acharné contre la masturbation. Il a même écrit un bouquin là-dessus, et tout son discours est blindé d'arguments plus foireux les uns que les autres qui reposent sur tout sauf la science. Une espèce d'anti-vax de la branche. Un anti-mast, un anti-fap, bref. Ah ça, le 18e et le 19e, c'était très très loin d'être le siècle des lumières du cul. À l'époque, en Europe, il y a eu une véritable campagne de certains médecins contre la masturbation. Globalement, tout ce qui touche à la sexualité, si l'objectif, c'est pas de se reproduire, c'est jugé comme immoral, y compris par les gens de science. Fun fact, c'est aussi à cette période qu'on a mis au point un objet que tu connais sûrement. Non, tu vois pas? Si? Si tu l'as là? Oui, je veux évidemment parler de L'invention du vibromasseur. T'as peut-être entendu dire que c'est Cléopâtre qui a inventé le premier sextoy vibrant en enfermant des abeilles vivantes dans un rouleau de papyrus. Eh bah c'est faux. C'est en 1883 que Joseph Mortimer Granville a mis au point le tout premier vibro, non pas électrique, mais à vapeur. Et puisque tu crèves d'envie de voir à quoi il ressemblait, eh ben je te montre ça tout de suite. Voilà. Ah, t'as l'air déçu. Bon, allez, d'accord. Voilà. Ça fait moyen rêver, hein. Et bah de toute façon, c'était pas un sextoy à visée récréative, c'était un traitement médical. Attention, un traitement du 19e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, pour soigner les femmes dites hystériques, on leur masse les parties génitales. On les masturbe en fait. Oui, apparemment c'est médical. Et autant vous dire que hystérie, c'est un terme sous lequel on met un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc pour automatiser le traitement, si tu veux, le docteur Granville met au point le premier vibromasseur. Depuis, le modèle a un peu évolué. Et il n'y a plus besoin d'ordonnance pour en avoir, ni de se faire traiter d'hystérique. Donc tu vois, on part de loin quand même. La masturbation, c'est mal, c'est sale, c'est le diable, sauf si c'est un médecin qui te le fait. Là ça va. Mais vers le milieu du 19e siècle, il y a quelques médecins en Europe, comme l'italien Paolo Montegazza par exemple, qui commencent à considérer la sexualité comme une vraie question médicale. Il y en a plusieurs comme ça qui vont se mettre à bosser là-dessus en se disant que c'est un vrai sujet, au-delà de faire des bébés et pas choper la vérole. Et ça va continuer comme ça jusqu'au milieu du 20e siècle, jusqu'aux années 1940 à peu près. Et là, on va pas se mentir, la Deuxième Guerre mondiale a mis, comme tu dirais, un petit coup d'arrêt à tout ça. Donc c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il y a des gens qui vont prendre le relais et qui vont poser les bases de ce qu'on va appeler la sexologie. Des gens, mais pas forcément des médecins d'ailleurs, puisque celui qu'on considère comme l'un des précurseurs de la discipline, c'est Alfred Kinsey, et lui, à la base, il est professeur en zoologie. Est-ce que c'est le fait d'étudier l'être humain et ses comportements comme il l'aurait fait pour n'importe quelle autre espèce animale qui lui a permis de se dégager de tout le poids que la vieille morale faisait peser sur la sexualité? Est-ce que c'était plutôt de par son expérience personnelle? Il y aurait beaucoup de choses à raconter sur Alfred Kinsey, d'ailleurs ça ferait une vidéo très très cool, mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa façon d'envisager la sexualité et de l'étudier sans aucun tabou, ça va secouer pas mal de monde, et ça va surtout vraiment changer la donne. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait d'incroyable, ce Alfred Kinsey? Eh ben, il interroge des milliers d'Américains sur leurs pratiques sexuelles. Des hommes, dans un premier temps, et puis des femmes, et à chaque fois, il en fait un rapport, qui publie sous forme de livre, qui bizarrement
cartonnent en librairie, alors que bon, c'était pas tellement l'objectif de base. Et dans ces bouquins, il donne le pourcentage des personnes qu'il a interrogées qui ont reconnu avoir recours à la masturbation, avoir eu des rapports avant le mariage, des rapports extra-conjugaux, des relations homosexuelles, etc., etc. Et devine quoi? Eh ben les chiffres sont énormes. Alors, tu te doutes bien que ces travaux et lui-même, en tant que personne, sont attaqués de tous les côtés par tous les puritains dont les États-Unis ont le secret, mais c'est trop tard, la machine est lancée. Et une fois que la parole est libérée, eh ben c'est difficile de la faire taire, même s'il y en a encore qui continuent d'essayer. À peu près à la même époque, en même temps que Kinsey ou dans son sillage, il y a d'autres travaux sur la sexualité qui commencent à émerger. Des médecins, mais aussi des psys, des sociologues, etc., qui vont largement participer à la révolution sexuelle des années 60-70. Je vais pas te citer tout le monde, mais il faut que je te parle de Virginia Johnson et William Masters. Lui, c'est un gynécologue reconnu, et elle est extrêmement brillante et multicasquette. À la base, le truc de William Masters, c'est l'infertilité. Et puis un jour, il se met en tête d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans le corps humain pendant un rapport sexuel, du début à la fin. Donc, il embauche Virginia Johnson, et ensemble, ils vont se mettre à étudier des femmes et des hommes pendant qu'ils ou elles se masturbent, et puis pendant qu'ils ont des rapports sexuels. Et ils vont documenter tout ça grâce à tout un tas d'appareils de mesure de l'activité cardiaque, de l'activité cérébrale, etc., etc. Là encore, il y a largement de quoi faire une vidéo juste sur eux. Je ferai peut-être ça un jour, mais pas aujourd'hui. Par contre, si ça t'intéresse, tu peux regarder la série Masters of Sex. Et puis, je vais quand même te raconter un truc sur eux qui te montre à quel point ils sont déterminés à comprendre comment tout ça se passe. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Non, c'est pas un sextoy, mais c'est quand même par là que ça se passe, ouais. Et bah, cet objet, c'est une reconstitution faite dans la série Masters of Sex d'un dispositif inventé par William Masters et Virginia Johnson pour observer l'orgasme féminin de l'intérieur. C'est une caméra et une source de lumière dans un cylindre en plexiglas qui était introduit dans le vagin pour observer ces réactions pendant l'orgasme. Alors ça peut paraître un peu tordu, et clairement, je vais pas te cacher que dans les années 50 aux États-Unis, ça a pas vraiment plu, mais ça a permis d'apprendre énormément de choses sur un sujet qui avait été assez peu étudié, c'est un euphémisme, oui, l'orgasme féminin. Et pour la petite histoire, notre duo de sexologues a donné un petit nom assez sympa à sa caméra, Ulysse. Oui, à l'époque, il y a un film sur Ulysse qui vient de sortir avec Kirk Douglas, et ils choisissent ce nom en hommage au cyclope du film. Une caméra, ça a qu'un œil, donc oui, bon, bah c'est de l'humour des années 50, hein. En tout cas, merci Masters et Johnson. Bref, t'as compris, ensemble, ils vont notamment étudier de façon scientifique ce qui se passe à l'intérieur du corps humain pendant les différentes phases d'un rapport sexuel. Ils vont traiter ça comme on traite n'importe quel sujet médical, et ils vont en tirer des données hyper précieuses sur l'anatomie et la physiologie sexuelle. Et pas mal de leurs conclusions restent complètement d'actualité aujourd'hui. Alors attention, tout ça c'est une vision très ethnocentrée du sujet, hein. Là je te parle de l'Europe et des États-Unis, mais il y a sûrement l'équivalent dans d'autres médecines traditionnelles, d'autres cultures, etc. C'est sûr. Mais donc, à ce moment-là, quand Masters et Johnson publient leur bouquin Human Sexual Response, on est dans les années 60, la révolution sexuelle est en marche, et les choses vont pas mal s'accélérer. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la question, et tout ça, ça fait son petit bonhomme de chemin jusqu'en 1974. Et cette année, elle est importante parce que c'est à cette date que la Société française de sexologie clinique est créée. Mais c'est surtout cette année qu'on organise le tout premier congrès mondial de sexologie médicale, qui va déboucher 4 ans plus tard sur la création de la World Association of Sexology, la WAS, l'association mondiale de sexologie qui deviendra plus tard l'Association mondiale de santé sexuelle. Et ça y est, on a une instance officielle qui s'occupe de santé sexuelle. Alors, le terme santé sexuelle, il existe depuis le 19e siècle, mais il a pas mal évolué. Et globalement, le concept de santé, il a pas mal évolué aussi, puisqu'on considère plus que c'est juste l'absence de maladie, mais on parle de possibilité de vivre dans le bien-être. Le bien-être dont fait partie la santé sexuelle. D'ailleurs, en 2010, la WAS a même créé la Journée mondiale de la santé sexuelle. C'est le 4 septembre, tu savais ça? Alors évidemment, depuis la fin des années 70, on a continué à faire des recherches, on a continué à développer la sexologie, la médecine sexuelle, que ce soit au niveau des connaissances, des concepts, des traitements, etc. Il y a eu plein de thérapies qui ont été mises au point, des consultations spécialisées, etc. Et en France, le ministère de la Santé a même créé une stratégie nationale de santé sexuelle. Alors, est-ce qu'on est arrivé enfin au bout du chemin? Ben non, évidemment que non. Mon sujet de mémoire de fin d'études d'infirmier, par exemple, c'était sur la sexualité. Sur ce qui se passe dans les services de psychiatrie, à ce niveau-là, pour être précis. Et bah comment te dire que ça n'a pas été accueilli avec un enthousiasme débordant, ni même avec le minimum de bienveillance. Alors ça, c'était il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de résistance à considérer que la santé sexuelle, c'est une composante à part entière de la santé globale. Et puis, il reste des discriminations liées au genre, à l'orientation sexuelle. Donc oui, il y a encore du chemin à faire, mais on a quand même pas mal avancé depuis la chasse à la branle
du Dr Tissot, ou le vibro à vapeur pour hystérique du Dr Granville. Si tout ça, ça t'a intéressé, si tu veux que je te raconte l'histoire de Kinsey ou de Masters et Johnson, si tu veux que je développe un aspect dont j'ai pas beaucoup parlé, ou dont j'ai pas parlé du tout. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, mais sur d'autres sujets, eh ben, hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner à mes autres réseaux, sur lesquels je poste d'autres types de contenus un peu tous les jours. On se retrouve très vite ici pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.